Bienvenue dans le podcast Intime Gaïa, qui se plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Bienvenue dans le premier épisode bonus de ce podcast. Depuis quelque temps déjà, j'avais envie de montrer les visages de ces personnes qui œuvrent pour nous aider à nous reconnecter à notre intimité et à notre sensualité. Ces personnes qui construisent des projets professionnels autour de la sexualité consciente. Il y a un peu plus d'un mois, j'ai rencontré Norma lors d'un atelier sur le consentement et elle m'a éblouie. Ses réflexions, sa douceur, sa présence et son ouverture de cœur m'ont énormément apporté. Alors j'ai eu envie que vous aussi, vous puissiez apprendre d'elle. Ensemble, nous avons parlé d'addiction à la séduction, de communauté sex-positive, de tantrisme, d'amour de soi et de sororité. C'est parti. Bonjour Manon. Bonjour. Tu te sens bien, ça va ? Ouais, très bien. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est la première interview spéciale qu'il y a dans Intime Gaïa. Et c'est une interview que j'attends depuis très longtemps, en fait, depuis le moment où on s'est rencontrés. Pour la petite anecdote, Manon et moi, on s'est rencontrés au tournage du film Derrière l'écorce de Nina Barbet. C'est un film sur la sexualité. Et en fait, Manon a guidé avec son partenaire un atelier sur le consentement pour être vraiment connecté à cette zone à l'intérieur de nous, du oui, du non, du je ne sais pas, attention. Et ça m'a retourné cet atelier. Puis c'était mené avec une grande stabilité. Enfin, c'est vraiment ta posture en fait qui m'a impressionnée. Donc merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je voulais commencer cette interview par un peu ton parcours. Donc je vais commencer par la première question du podcast. Est-ce que tu te souviens de l'âge auquel tu t'es posé des questions sur la sexualité pour la première fois ? Oui, en fait je crois que c'était quand j'étais au lycée. En fait c'est hyper tard. Les questions sur la sexualité, je pense que ça arrivait tôt, mais pas concrètement. Le plus concrètement, c'était au lycée où là, j'ai commencé à... Je me disais, là, j'arrive, il faudrait que j'ai mon premier copain. C'était un peu l'heure, quoi. L'heure arrive. Et ma mère, elle m'avait offert, je me souviens, un livre sur la sexualité, comment ça marche et tout. Mais bon, j'étais quand même paniquée la première fois. Mais en fait, depuis... j'ai des flashs qui reviennent de beaucoup plus jeune, bien avant le lycée, où en fait je mettais un peu de la sexualité. Dès qu'il y avait des gens qui s'embrassaient autour de moi, par exemple, j'imaginais un peu que c'était de la sexualité. Enfin, je mettais pas trop de différence entre juste un bisou ou de la sexualité. C'est qu'après j'ai compris que non, le bisou c'est normal, on pouvait le faire partout. Il y avait des personnes autour de toi à qui tu pouvais en parler. Justement, au lycée, il y avait ta mère qui t'a donné des bouquins, mais est-ce que tu avais des amis ou des proches avec qui tu avais des conversations autour de la sexualité ? Et bizarrement, j'en parlais plus à ma mère qu'à mes amis. Avec les copines, c'était plutôt ah, regarde, elle est trop beau. C'était un peu... Mais on rentrait pas dans les détails. Alors qu'avec ma mère, on rentrait dans les détails. Et elle, sans jugement, elle m'écoutait. Et... même les bêtises, entre guillemets, que j'ai faites, du style pas se protéger parfois, des choses comme ça, je le disais à ma mère et elle me grondait pas, elle m'expliquait qu'il fallait se protéger, tout ça. Mais je le disais pas à mes copines. Donc c'était plutôt ma mère. Tu m'as dit que quand tu étais jeune, il y avait une forme d'addiction à séduire l'homme, à plaire à l'homme. Oui. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu plus ? Oui, en fait... je pense que ça vient de mon papa. Enfin, j'adore mon papa. Et dès que je suis née, j'ai l'impression, il arrêtait pas de me dire « Oh, ma petite fille, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es jolie ». Et j'étais trop contente de lui plaire. Et en fait, plus j'ai grandi, plus ça s'est reporté. C'est en tout cas la compréhension que j'en ai aujourd'hui, ça s'est reporté sur les hommes autour de moi. Mais j'en étais piégée parce que... c'est que depuis quelques années là que je découvre l'amitié avec des hommes. Mais avant, j'avais toujours... dès le début, j'étais dans la séduction. Même s'il me plaisait pas, j'étais contente quand même de lui plaire.
Et en vrai, c'est relou, enfin, c'est lourd, quoi. Et en quoi ça a impacté tes premières relations amoureuses ? Parce que les premières, c'était potentiellement des mecs en fait que j'aurais pas choisi moi, qui me plaisaient pas forcément. Mais vu qu'ils me draguaient, vu que je me sentais courtisée, la préférée, je leur disais oui. Et du coup, j'ai été en relation avec des hommes où je les aurais pas choisis, en fait. Tu m'as dit qu'une des premières relations, c'était une relation libre. Comment elle s'est passée, cette expérience, pour toi ? Est-ce que tu pourrais me définir ce que c'est qu'une relation libre ? Par exemple, la différence avec une relation polyamoureuse. Est-ce que tu pourrais m'en parler ? Ouais, c'était la deuxième personne dont je suis tombée amoureuse. Oui, on était en relation libre. Dès le début, on a commencé comme ça. Comment je définirais ça ? Après, c'est ma définition. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Mais on avait de la sexualité qui était possible avec d'autres personnes. Par contre, l'intention, c'était pas d'avoir d'autres relations amoureuses. C'est ça que j'entends par polyamour, moi, de mon côté. C'est d'autres relations amoureuses à côté. Et ça, on voulait pas. C'était plutôt de la sexualité libre. Et on a commencé directement comme ça parce que, en fait, c'est marrant. Lui, il me disait que dans ses anciennes relations, il trompait ses copines. Et moi, dans mon ancienne relation, j'avais trompé mon copain et je sentais que j'étais... pareil, dans ce truc de la séduction, presque une addiction à séduire tout le temps à chaque soirée. On s'est dit, bon, c'est sûr que si on se met ensemble, on va se tromper un jour. Autant être libre. C'était cool, en vrai, c'était cool. Challengeant parce que ça me faisait souffrir. Plus je tombais amoureuse de lui, plus je souffrais à chaque fois qu'il allait voir une personne. Mais c'était une bonne expérience parce qu'on a aussi testé des choses ensemble, que ce soit aller dans des clubs libertins ou aller dans des milieux sex-positifs. Ça, c'était vraiment un gros coup de cœur. Et aujourd'hui, on n'est plus ensemble, mais on est toujours meilleurs amis. C'est chouette. Tu m'as dit justement que dans les clubs libertins, il n'y avait pas cette dimension de consentement, que les personnes te touchaient avant de te demander. Comment ça se passait exactement ? Ouais. Alors, j'ai pas envie de généraliser, c'est-à-dire que je pense pas que tous les clubs libertins et tous les gens qui y vont sont comme ça, mais en tout cas, moi, l'expérience que j'en ai eue, c'est celle-là, oui, que quand j'y allais, déjà la moyenne d'âge, c'était plutôt aux alentours de 40 ans et beaucoup d'hommes. Mes premières expériences, c'était à Bordeaux et oui, les personnes, enfin, ils savent pas comment faire, je pense. Et il n'y a pas de communication là-dessus, comment aborder de manière respectueuse quelqu'un, enfin, ça me paraît la base, mais bon, tant pis. Et du coup, ils voient, je sais pas, ils trouvent de l'attirance envers moi, et ils ont de l'attirance, et donc ils s'approchent, ils commencent à me toucher la cuisse ou le genou, et direct, moi, ça m'a bloquée. Il y a eu quelques expériences chouettes, mais c'était majoritairement des jeunes en fait. Et par contre, les personnes un peu plus âgées, c'était je te touche avant de te demander et du coup ça me sécurise pas parce que si déjà pendant la drague il fait ça, je me dis pendant la sexualité ça va pas le faire du tout. Ça va quoi. pas le faire, ouais. Les choses elles ont commencé à changer justement lorsque avec ton partenaire vous êtes allé dans les milieux sex positifs. Comment t'as découvert ces milieux-là et qu'est-ce qu'ils apportent ? Ouais, j'ai beaucoup de gratitude pour avoir découvert ce milieu-là. En fait, mon partenaire de l'époque, donc celui avec qui j'étais en relation libre, il m'a proposé d'aller au Nowhere, qui est un festival, un burn en Espagne. Et donc c'est très 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 grand, il y a plusieurs camps. Il y a des camps teufs, des camps artistiques, mais il y a aussi des camps sex-positifs. Et moi je connaissais pas le mot. Et en fait j'ai quasiment passé tout mon Nowhere en camp sex-positif, notamment Come and Play, il s'appelait, mais il y en avait d'autres sex-positifs, et moi j'ai beaucoup passé de temps dans celui-ci. Et je trouvais ça incroyable parce que les gens étaient... je les trouvais attirants. À la différence des clubs libertins où c'était rare que je trouve des gens attirants. Donc je les trouvais attirants, je les trouvais plutôt jeunes et je les trouvais respectueux. Ils me posaient la question avant de me toucher, avant même juste un câlin, ils me posaient la question. Enfin, quand je dis un câlin, c'est même juste bonjour, quoi, ils me posaient la question. Et donc dans ce camp, mon compagnon a rencontré... Chatonnade, enfin l'une des personnes qui était de Chatonnade qui est un collectif sex-positif, mais en France. Parce que je me suis dit, c'est chouette le Nowhere, mais bon, c'est en Espagne, j'y vis pas. Et là, de Chatonnade, quand on m'a dit que c'était à Paris en plus, c'est un peu pour ça que j'ai déménagé à Paris. Les gens étaient chouettes. Et en fait, donc, c'est des personnes qui se retrouvent ensemble et qui font des ateliers qui permettent de se relier au corps, mais aussi de vivre des expériences sexuelles à plusieurs qui sont vraiment dans cette idée d'amour et de respect. C'est ce qu'organise Chatonnade ? Oui, des week-ends principalement. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Il y a aussi des soirées, mais moi, ce que j'ai fait principalement, c'est des soirées, des retraites où
on est une vingtaine ou une trentaine, jeunes, et au début, on mange, entre guillemets, des exercices de consentement à fond pour réussir à dire non, à dire oui, accueillir le non de l'autre aussi. Et ça paraît simple, en fait, de le dire comme ça, que c'est facile d'accueillir le non, mais je te garantis que c'est vraiment pas facile d'entendre que quelqu'un te dit non, ou même de réussir à dire non à quelqu'un. Surtout s'il te le dit avec des petits yeux trop mignons, c'est difficile de dire non. Et donc ça m'a aidé dans ma vie aujourd'hui à m'affirmer. Et ensuite, il y a des exercices, on est guidé dans la sensualité ou la sexualité si on en a envie. Mais pareil, je me suis sentie toujours à l'aise de dire bah voilà, un baiser ça me suffit, un massage ça me suffit, ou alors on va dans la sexualité si vraiment il y a une belle connexion. Mais... Et donc c'est un week-end où c'est en autogestion, on mange ensemble. On cuisine ensemble, on mange ensemble, et ensuite il y a des animateurs qui font la soirée avec à chaque fois exercice de consentement et jeu de connexion, et après c'est plus guidé après. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'un atelier de consentement et d'un atelier de sensualité justement pour faire la différence entre sensualité et sexualité ? Ouais, alors un exemple d'exercice de consentement... Parce qu'en fait, moi, je suis rentrée en tant que participante, mais directement après, j'ai tellement adoré que je suis rentrée dans l'organisation et j'ai animé beaucoup de soirées et d'exercices. Donc, exercice de consentement, par exemple, c'est on demande à deux personnes, n'importe qui, de se mettre face à face. Et l'une pose la question à l'autre, est-ce que je peux te toucher la main, par exemple, un endroit assez neutre. Et l'autre doit tout le temps dire non. Même s'il en a envie, il doit tout le temps dire non. Et l'autre en face, il lui dit merci. Parce qu'en fait, c'est courageux de dire non. Donc là, c'est un exercice facile, entre guillemets, parce que c'est juste... pour jouer ensemble, mais après ça nous aide à dire non, et ça nous aide à dire merci ensuite. Donc est-ce que je peux toucher la main ? Non, ok, merci. Et après c'est le tour de l'autre. Il y a aussi des exercices où parfois, où on aide les gens à dire non, mais sans les mots. Parce que parfois quand on est dans un acte sensuel ou sexuel, bah les mots ils sortent pas, ou je sais pas, il y a du bruit, il y a de la musique, et donc c'est la double tape. Donc est-ce que je peux te toucher la main ? La personne là, elle dit oui. Enfin, si elle en a envie. Et ensuite, l'idée de l'exercice, c'est de jouer comme si elle en avait plus envie, parce que c'est un exercice. Et dès qu'elle en a plus envie, hop, elle fait une double tape sur la main de l'autre, et l'autre, il doit l'enlever directement. Et il dit merci. Pareil. Ça m'aide, même aujourd'hui, encore dans mon couple, des fois, par exemple, je viens de me réveiller, les mots sortent pas encore, il vient me faire un câlin alors que j'ai pas du tout envie, j'ai encore envie de dormir. Hop, je lui fais une petite double tape, et en fait, ça le vexe même plus, il sait que c'est pas juste pour moi maintenant. Et je peux te donner un troisième exemple d'exercice. Oui, vas-y, je suis toute ouïe là. C'est la redirection, c'est-à-dire que une personne lui dit bah, est-ce que je peux te toucher la main ? L'autre répond oui si elle en a envie. Et puis, tu sais, quand on est dans des espaces où ça bouge, où il y a, je sais pas, il y a du massage, bah, l'autre en fait elle va vers la main, puis en fait elle monte vers le poignet, puis en fait la main elle monte vers le bras. Et tu te rends pas compte, mais elle est déjà arrivée à l'épaule alors que t'avais dit oui que oui pour la main. Et donc l'idée c'est de rediriger la main, c'est-à-dire tu prends la main de la personne qui est en train de te toucher et tu la remets sur ta main, là où c'était à la base, quoi. Et ça signifie que non, j'ai pas envie que tu me touches ailleurs, j'ai dit oui à la main, tu restes à la main. Et l'autre, elle dit merci. Voilà. Et j'ai pas répondu à la question de sensualité et de sexualité. Pour moi, la sensualité, c'est... Il n'y a pas de contact avec le sexe. C'est la sexualité, je la définis comme de la génitalité. Même si plus... En fait, c'est vraiment difficile parce que même si plus je côtoie le milieu tantra, plus... un massage peut être sexuel en fait sans même toucher le sexe. Mais bon, si on garde une définition pas tantrique mais une définition plus normale, je dirais que c'est sexualité c'est la génitalité et sensualité c'est les corps en fait, mais il n'y a pas forcément de sexe. Ok. Et justement, tu dis qu'il y avait des exercices qui nous permettaient d'aller soit dans la sensualité, soit dans la sexualité. Et en fait, c'est aussi... Enfin, moi, je vois, par exemple, quand j'essaie de séparer sexualité et sensualité auprès de mes proches, quand j'en parle avec eux, c'est pas toujours clair. Donc, est-ce qu'il y a des exercices qui permettent de sentir la différence ? Ouais, en fait, un très bel exercice, c'est le massage, je trouve, parce que... ça peut vite déraper, entre guillemets, vers de la sexualité. Et même avec mon partenaire, de temps en temps, on se fait des petits jeux aujourd'hui de « allez là, ça reste dans la sensualité et on essaye ». Mais du coup, c'est bon la sensualité parce qu'il y a ce désir, il y a même de l'énergie sexuelle potentiellement, mais on va pas aller dans la stimulation
du plaisir, on va pas aller actionner nos sexes entre guillemets et créer du plaisir et les stimuler. C'est juste je sens mon désir, ça circule. Donc le massage, je trouve ça, massage tantrique notamment, où peut y avoir d'ailleurs un toucher du pénis ou de la vulve, mais qui est pas sexuel parce que c'est pas stimulant. Ouais, d'ailleurs dans la définition de la sexualité, je dirais stimulation aussi. Ok. Tu m'as dit tout à l'heure que justement tous ces exercices sur le consentement et être dans des milieux où justement tu es entendu, écouté et t'as l'espace qui est respecté, ça t'avait aidé à t'affirmer dans ta vie. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu plus comment dans ta vie aujourd'hui tu sens que t'es en connexion avec cette puissance intérieure de dire oui, de dire non, d'être qui tu veux être? Ouais, en fait, ça va peut-être parler à certaines personnes. Moi, l'endroit où ça se traduit le plus, c'est à table, au moment du repas. En fait, dans ma famille, quand j'étais enfant, c'était beaucoup mange, finis le plat. Oh, mais t'es sûre, t'en veux pas encore et tout. Et en fait, maintenant, c'est fou, je dis non. Et j'ai besoin d'en dire qu'un. Alors qu'avant, quand j'étais jeune, je disais non. Mais en fait, mon non était même tellement pas affirmé qu'il me proposait 4 fois au moins pour que vraiment ils m'entendent. Et maintenant, je vois que j'arrive à dire non, là, c'est bon, je sens que mon estomac, il en veut plus. Et ça me soulage, et mon corps, il me remercie. Donc voilà, la nourriture. Et puis, le deuxième exemple, c'est partir d'une conversation, ou partir d'un repas, ou partir d'une soirée. Partir, en fait, quand j'en ai plus envie. Autrefois, ça me paraissait impoli. Mais alors maintenant, je me dis, mais je me respecte et j'espère qu'il n'y a pas des gens autour de moi qui restent à me parler alors qu'ils en ont pas envie. Juste parce que c'est poli, quoi. Ou ouais. Mais maintenant, ouais, je quitte une pièce, je dis, c'est bon là pour moi, on arrête là, oui, bon, voilà. Alors que, voilà, pas se forcer, quoi. Ouais. Alors justement, t'as pas mal parlé du tantrisme, et la voie du tantrisme, tu m'as dit que ça avait été la spiritualité. Quelle place tient la spiritualité dans ta vie ? La spiritualité, j'ai l'impression que c'est une histoire d'amour avec la vie. Je sais pas, je la définirais un peu comme ça, que c'est de la confiance et de la foi, et ça prend de plus en plus de place. Enfant, j'ai fait du catéchisme, j'ai passé ma communion, mais moi je définissais pas ça comme spiritualité, je définissais ça comme la religion. Et ça m'embêtait parce qu'il y avait pas mal de règles, de dogmes à suivre, et il faut pas que tu pêches et tout, et en fait je me suis éloignée parce que ça me convenait pas. Et maintenant je m'en rapproche, mais en appelant ça spiritualité et pas religion, ça me convient mieux parce que du coup je l'appelle Dieu, je l'appelle univers, je l'appelle la vie, ça n'a pas vraiment de mots au final. Et dans les moments où je vais très mal, ce qui arrive souvent une fois par mois avant mes règles, je me connecte beaucoup à ma foi, mais j'essaie aussi de l'entretenir tous les jours, même quand ça va bien, et la méditation m'aide beaucoup. Puis souvent je regarde le ciel, je regarde la lune, et souvent je pose des questions aussi au ciel, et elles arrivent. Je tire les cartes aussi d'oracle. En fait, c'est incroyable que quand je pose une question, et je remercie avant même qu'elle soit arrivée, et elle arrive. Et ça, je trouve ça dingue. Je me sens pas seule du coup. Ouais, je suis complètement d'accord. Donc tu t'es éloignée de la spiritualité, comment t'y es revenue ? Je me suis éloignée de la religion plutôt. Oui, tu t'es éloignée de la religion, et quelles expériences ou quelles rencontres t'ont ramenée vers en fait cette spiritualité ? 2 choses, je dirais. D'abord le tantra. Donc pour expliquer, je suis arrivée dans le milieu sex positif où je trouvais ça facile entre guillemets d'aller dans la sexualité ou la sensualité. Et c'est là-bas que j'ai découvert et rencontré encore plus le tantra. Et le tantra, c'est en fait je ne fais pas l'amour avec une personne qui a un prénom qui est vraiment cette personne-là, c'est je fais l'amour à la vie. À la vie, oui, c'est ça. Il n'y a plus d'ego, en fait, quand je suis dans une relation tantrique qui part loin. Il n'y a plus, du coup, de stimulation vraiment sexuelle, mais en plus, je suis plus Manon, cette personne n'a plus vraiment de prénom, on part, quoi. Et là, je me connecte au tout, même si ça ne veut pas vraiment dire grand-chose, mais en tout cas, je me sens connectée à la vie. Et deuxième chose aussi, c'est tous les moments difficiles, en fait, les moments de douleur. Là, je pose des questions, et un livre en ce moment que je suis en train de lire qui s'appelle Conversation avec Dieu, qui est incroyable. Oui, il y a des livres comme ça qui nous retournent le cerveau. Ouais.
Il n'y a pas de retour en arrière après avoir lu ces bouquins. Tu m'as dit que cette spiritualité et le tantrisme, ça avait permis d'avoir des réponses à toutes les dimensions de ta vie. Est-ce que tu pourrais éclaircir cette phrase que j'ai trouvée... Enfin, quand je l'ai écoutée, j'ai mis pause ton vocal sur WhatsApp et je me suis posée une petite minute. Oui, parce qu'en fait, le tantra, ça m'invite à être dans la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque action que je pose dans ma vie aujourd'hui correspond à la personne que j'ai envie d'être. Mais du coup, ça m'oblige tous les jours à réfléchir à qui je veux être. Et ça veut pas dire qu'est-ce que je veux faire. Qui je veux être, c'est quelles sont mes valeurs, quelle personne je veux être... Voilà, vers quoi j'ai envie de tendre, qu'est-ce que mon âme veut être. Mais même dans des petites actions, genre qu'est-ce que je mange au petit déjeuner, voilà, qui je veux être. Est-ce que je veux être une personne aujourd'hui qui mange du sucre des fois oui en fait, c'est ça qui est dingue. Des fois quand je réfléchis vraiment, je me pose. Ah oui, là, aussi le tantra ça invite à se poser, faire des pauses avant de prendre une décision. Ça a changé. Et donc je réfléchis, je mets de la conscience là-dessus. Est-ce que je veux être ça ? Oui. Bon, est-ce qu'on m'a proposé telle, je sais pas quelle offre d'emploi ? Est-ce que je me pose avec ça ? Oui. Et du coup, ça me pose la question de qui je veux être. Mais en vrai, c'est un muscle. Hein. Il y a plein de fois aussi dans ma journée, je te rassure, où j'agis sans vraiment réfléchir à qui je veux être. Hein. Mais c'est un peu des allers-retours, je trouve. Ouais. Plus on dit à la vie, je veux être avec toi et je veux être dans cette intériorité et être à fond dans, je sais pas, toute cette énergie qui tourne, plus tu dis oui à ça quand t'es pas dedans, bah très très rapidement en fait on vient te chercher. Mais oui, c'est comme un muscle, parfois tu le fais pas, et puis quand tu le fais pas, je trouve qu'on le sent vite intérieurement. Il y a quelque chose il y a une clochette qui se met en route quoi. Moi le tantra, je découvre ça avec la spiritualité. J'ai commencé dans les bouquins, j'ai commencé dans des retraites vraiment de développement personnel et spirituel. Et là, aujourd'hui, j'ouvre la porte au tantrisme. Et toi, finalement, c'est le tantrisme qui t'a ouvert ce monde-là dans la sexualité, puis après dans toutes les autres dimensions de ta vie, quoi. Oui, après, je pense que c'était quand même présent. J'appelais ça l'intuition. Je me rappelle, avant d'avoir découvert le tantra, j'appelais la spiritualité l'intuition. Je me disais, c'est marrant, des fois, quand je pose des questions, j'ai la réponse... Mais en vrai, c'est pas faux non plus. Enfin, on peut appeler ça aussi intuition. Enfin, c'est juste quelque chose une petite voix qui nous parle, qui me parle. Dans la sexualité, comment est-ce que tu mets du sacré ? Mais en fait, c'est hyper facile. Il suffit de... Comment j'en mets, moi ? Je respire. Je fais des pauses où je regarde l'autre. J'adore regarder dans les yeux la personne avec qui je suis en train d'avoir la sexualité. Et puis, je suis dans mes sensations. C'est-à-dire que... Alors, j'ai aussi de la sexualité parfois qui est pas sacrée. C'est-à-dire que je pars dans des fantasmes, tu sais, je m'imagine des choses. Et quand c'est tantrique, sacré... Mais en fait, je suis moins dans le mental, je suis beaucoup plus dans ma sensation. Donc, je suis en général que dans ma sensation de mon sexe. Mais si par exemple c'est un massage, je suis dans la sensation de tout le corps. Je sais pas, le cœur il est ouvert, je respire à fond et en fait c'est une circulation entre le cœur et mon sexe, le cœur et mon sexe, le cœur et mon sexe et parfois même le haut du crâne et ça circule. Et quand l'autre fait pareil, alors là c'est incroyable. Parce que ça peut t'arriver d'être dans une relation avec quelqu'un qui va pas spécialement lui avoir cette approche-là et toi t'arrives quand même à te mettre dans cet état-là. Même avec mon amoureux aujourd'hui, je pense que ça arrive des fois où moi je suis beaucoup plus dans mes sensations et lui dans le mental, ou inversement, lui dans les sensations et moi dans le mental. Du coup ça monte moins parce qu'on n'est pas tous les deux sur la même intention, mais même si lui est dans le mental, imaginons, et que moi je suis dans mes sensations, j'arrive très bien à l'être. C'est juste qu'il me voit partir et lui il part pas, il reste plus rationnel entre guillemets, mais c'est pas gênant. Quelle place a le slow sex dans la sexualité sacrée ? En fait, je pense que ça fait partie du tantra. Je suis pas très calée sur le slow sex, mais je pense que ça fait partie du tantra. En fait, c'est la lenteur, quoi. C'est la lenteur. Mais c'est trop marrant parce que j'avais commencé ma sexualité où j'allais vite, la pénétration arrivait super vite, du coup l'orgasme arrivait vite et tout. Et aujourd'hui, mais je goûte cette frustration divine, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire d'avoir du désir, de l'excitation, et de pas jouir et de la faire circuler, mais pareil pour mon partenaire, de pas jouir et de la faire circuler. Et tout ça, c'est possible que dans la lenteur, parce que si je vais hyper vite dans la sexualité, je sais pas, l'orgasme il arrive plus facilement, alors que si je suis lente, ça monte. Mais du coup, on peut même faire des pauses, des fois...
on a un moment de sexualité qui peut même durer que 20 minutes, où juste on fait monter les choses le matin, et puis enfin, on arrête. Et mais du coup l'après-midi on est encore chaud bouillant et on a une petite pause, du coup on se retrouve pendant un quart d'heure, mais hop, et puis on arrête quoi. Et ça c'est vraiment trop bon Et puis à un moment donné on se prend vraiment un long temps où là on peut aller dans la sexualité vraiment, mais... Et donc du coup le slow sex pour moi c'est ça, c'est cette lenteur qui monte. Tu penses que c'est une des clés justement de nourrir le désir dans une relation, par exemple, qui peut durer longtemps, etc. Nourrir le désir au quotidien, est-ce que le tantrisme, ça peut être une solution? Parce que justement, on va poser une intention sur ce désir, sur faire monter l'énergie. Et justement, c'est dans ces petits moments quotidiens, 10 minutes, où on nourrit ça, on se retrouve, on nourrit ça, et puis à un moment donné, là, on y va. Bah ouais, je pense vraiment, parce que c'est la première fois, en tout cas, ma première relation amoureuse où j'ai autant de désir pour la personne, alors que ça fait 1 an et demi quand même. Et que mes anciennes relations, c'était... Même si j'allais vers de plus en plus de déconstruction, c'était quand même préliminaire, pénétration et orgasme. Et au final, après un orgasme, j'avais pas envie de lui pendant assez longtemps. Lui, il avait pas envie de moi pendant... Quand je dis assez longtemps, c'est pas 24 heures, mais mine de rien, mais ne serait-ce que ces 24 heures, c'était long, enfin on s'éloignait, je sais pas comment dire, mais en tout cas, la sexualité avait pas trop de place. Alors que là, avec mon partenaire actuel, vu que c'est... Je sais pas, j'ai l'impression d'être tout le temps... dans éveillé, le désir, ouais. Et que... Mais par contre, ça nous arrive quand même d'aller dans l'orgasme, mais je sais pas, du coup, c'est de l'amour, c'est pas fait pour finir, c'est fait parce que... Je sais pas, c'est champagne, quoi. Tu m'as parlé du nudisme et du fait que le nudisme, ça avait vraiment joué un rôle dans ton parcours. Est-ce que tu pourrais me donner quelques informations sur le nudisme? En fait, avant mon corps, dès que je le mettais nu, ça sous-entendait je vais attirer des gens, du coup séduction, du coup sexualité en fait. Mais j'étais piégée. Alors parfois j'étais contente d'attirer nu, mais alors parfois j'étais piégée dans ce truc-là parce que en vrai, moi j'aime bien être nue et que ce soit tranquille. Et j'habite aujourd'hui dans une communauté à Paris où justement on peut se balader à nu et partout. Et ça casse tellement tous les tabous, ça déconstruit tout ce que j'ai appris toute ma construction sur la nudité à la base. Et donc maintenant, quand je vois un corps nu, je me dis pas beau, pas beau, attirant, pas attirant. Alors avant, je me disais ça directement. Maintenant, je vois un corps nu, je me dis c'est qui, c'est cool qu'elle soit là, cette personne-là. Et donc, j'arrive plus facilement à être nue. Et aussi, ça m'a décomplexée parce que j'ai vu plein de corps de femmes que je juge hyper belles, attirantes, et elles ont des trucs sur elles que moi j'aime pas trop, enfin j'aimais ou j'aime encore pas trop chez moi, du style je trouvais des femmes hyper belles alors qu'elles avaient de la cellulite, et je me dis c'est possible de trouver quelqu'un de beau alors qu'elle a de la cellulite. Et donc du coup ça m'a fait aimer ma cellulite beaucoup plus. Donc ouais, c'est une espèce de désexualisation du corps et en même temps d'amour de tous les corps. On voit qu'on a tous des corps qui se ressemblent pas et en même temps qui se ressemblent, mais... Des corps vrais quoi. Ouais. En quoi la méditation de pleine conscience t'aide à vivre une sexualité épanouie? C'est marrant, j'avais pas fait... c'est pas facile de voir le lien pour moi entre les deux. Mais en tout cas, la méditation de pleine conscience m'aide à sentir les sensations dans mon corps. Et donc du coup, après, quand j'arrive à la sexualité avec quelqu'un, j'arrive à me fusionner à l'autre, puis hop, revenir à moi. Me fusionner à l'autre, puis hop, revenir à moi, comme dans la méditation, par exemple, j'ai des pensées, et hop, je reviens à moi. Et du coup, ça m'aide à défusionner ensuite. On a un moment de sexualité, hop, on fusionne, et ensuite, c'est fini, hop, je reviens à mes sensations de mon corps, je défusionne. Tu la pratiques comment, la méditation de pleine conscience? C'est dans quel espace que tu le fais? Ouais, alors j'ai commencé parce que je méditais depuis longtemps, mais je m'étais jamais vraiment formée. Et j'ai commencé une formation de méditation de pleine conscience que je vous conseille, qui est de Robin Moisson. Il y a depuis le mi-avril. Et c'est trop bien, on doit méditer tous les jours et surtout il nous apporte plein d'outils théoriques. Et je la pratique tous les jours, quasiment chez moi ou au 30e ciel, dans la communauté dans laquelle je vis.
Et en ce moment, il y en a une surtout que j'adore parce que du coup on a appris celle sur le scan corporel, mais aussi celle sur la respiration, qui sont assez connues mine de rien. Mais là, celle qui nous a fait apprendre la semaine dernière, je l'ai adorée, c'est en fait de mettre de la conscience sur nos pensées. Dès qu'elles arrivent, réfléchir à quelle pensée vient d'arriver, et je mets un mot dessus, je l'étiquette, cette pensée, et hop, je la range. Et je reviens à ma respiration. Et dès que j'ai une pensée, hop, j'ai pensé à ça, ok. Au lieu de les envoyer à la poubelle, quoi, je les repère. Qu'est-ce que ça t'offre, ce cadre de spiritualité et de conscience, par rapport à avant, où justement tu allais dans une relation sexuelle, où il n'y avait pas spécialement de conscience? En fait, ça change mes vies parce que je me sens moins droguée. C'est-à-dire que avant, j'étais un peu droguée à ce qu'on me drague, à ce que j'attire quelqu'un. Du coup, je me maquillais très souvent. Lycée, études supérieures, ça, je me maquillais tous les jours. Après, je me maquillais très souvent, et maintenant, je me maquille quasiment que en soirée. Donc, quasiment jamais, quoi. Donc, ça a changé plein de choses parce que en fait, j'ai l'impression de maîtriser ma vie, c'est ça. Avant, j'étais dans une... il faut que je plaise, il faut que du coup j'allais dans la sexualité hyper vite, et puis toutes les relations que j'avais avec les hommes, c'était que des relations de séduction ou sexuelles. Et maintenant, j'ai l'impression de maîtriser ça. Là, je me sens assise, ancrée, et du coup, je peux choisir. Du coup, je suis plus libre. Je peux choisir, je sens de l'attirance pour lui. Oh, je sens de l'attirance pour elle. Bon, je réfléchis, je mets de la conscience dessus. Je goûte, je savoure à l'intérieur de moi. Et ensuite, je choisis. Et ça peut être de passer une nuit incroyable avec cette personne, mais je me sens plus libre, moins happée par mes compulsions. Que j'appelle addiction, hein, je sais pas si c'est une addiction. Mais voilà, n'empêche que c'est un travail quotidien et que parfois je suis pas non plus parfaite, et que parfois je me retrouve dans des situations où clairement j'ai mangé la boîte de bonbons, quoi. Là, j'étais complètement dans ma compulsion. Et c'est ok. Tu animes des stages de tantra avec ton partenaire. Comment est-ce que cette aventure a commencé? J'ai trop de chance parce que il m'a proposé, en fait on s'est rencontrés en Châtonnade, et il m'a proposé directement d'animer avec lui, et là ça a été un coup de cœur. Déjà, je savais que j'avais cette fibre pédagogique, mais alors en plus avec le tantra qui mène à la spiritualité, c'est un gros coup de cœur, et en fait il se trouve que son père fait des stages de tantra, et il nous a proposé de faire des stages au sein de son association qui s'appelle Tantra Intégral, mais de faire des stages à destination des jeunes, parce que lui, son père, la majorité du public qu'il a, c'est plutôt 40-60 en termes de moyenne d'âge. Il avait envie d'ouvrir les stages à des jeunes, mais bon, rien de mieux que d'animer ça par des jeunes aussi. Sauf que pour nous former à la méthode Tantra Intégral et tout ça, j'ai commencé en étant assistante. J'ai suivi la formation de Jacques Ferber, et j'ai commencé en tant qu'assistante, puis des stages couples aussi au sein de Tantra Intégral. Enfin voilà, j'ai mangé du tantra des stages, et à chaque fois j'étais du coup émerveillée à chaque stage, et là il nous a donné, c'était en septembre 2020, qui nous a donné la chance de faire notre premier stage, et on a fait le deuxième en février tout seul du coup, et là on fait le troisième en juin. Il y en a un en octobre après, en décembre, et c'est sur Tantra Intégral, tout ça, Tantra jeune, 18-35, et c'est trop bien parce qu'on est que entre jeunes qui conscients, quoi, entre guillemets, et en plus de faire ça avec mon compagnon, enfin ouais, c'est très très belle expérience. Vous êtes combien à ces stages? Qu'est-ce que vous proposez dans les exercices? Quels sont les objectifs en fait de ces ateliers? Ouais. Alors c'est des stages de 4 jours, et on est... il y a entre 20 et 30 participants. Nous, on est 2 animateurs plus 2 assistants. Le déroulé est très millimétré, on va dire, programmé à l'avance. Les journées commencent toujours par des méditations, mais qui sont des méditations actives d'Osho. Osho, c'était un maître spirituel tibétain. Et les méditations actives, en fait, ça permet aux gens qui n'arrivent pas à faire des méditations classiques où on est assis de manière passive, entre guillemets, on n'en fait rien, quoi, de réussir à méditer. Parce que la méditation active, on peut aller jusqu'à transpirer, vraiment, on bouge. Et ensuite, après ça, donc c'est le petit déjeuner, c'est à chaque fois dans un lieu de retraite qui est en pleine nature, c'est trop chouette, avec une nourriture végé. Et ensuite, toute la journée, on fait des exercices, des pratiques tantriques et de consentement. Et le soir, c'est la cérémonie, qui est beaucoup plus ritualisée.
La cérémonie, c'est plutôt quelque chose où on va aller dans le corps, donc il y a soit du massage ou des rituels qu'on appelle en blanc, c'est-à-dire beaucoup plus sacrés, où on va voir le divin chez l'autre, mais on va pas jamais dans la sexualité, c'est toujours éveiller ce désir. Et la journée, on va aborder le yin, le yang, on va en manger pas mal, donc le yin qui est l'énergie plutôt d'accueil, de réception, et le yang qui est l'énergie plutôt de direction, de guide. Et aussi, là, nous, on ne parle jamais d'homme, de femme. On veut pas du tout genrer ça, parce que c'est ce que j'aime pas. Il y a pas beaucoup de choses que j'aime pas dans le tantra, mais il y a vraiment ça que j'aime pas, parce que, soi-disant, l'énergie yin, c'est l'énergie féminine, mais j'y crois pas trop. Enfin, je pense vraiment qu'il y a plein de personnes qui ont des pénis et qui ont une énergie yin très développée. Et inversement pour l'énergie yang. Donc on parle plutôt d'énergie d'accueil yin et d'énergie yang de guide. Et on s'exerce. Je vais guider quelqu'un, je vais diriger quelqu'un, que ce soit dans le corps, dans le massage ou dans les mots. De la danse aussi. Qu'on n'appelle pas danse d'ailleurs, parce que ça ne s'agit pas de savoir danser, c'est du mouvement en fait. Et moi j'adore la sensualité pour le coup, de la danse sensuelle. Et donc j'adore amener les personnes à vulve ou qui s'identifient femmes dans ces endroits-là à aller développer chez elles la lionne, la sensuelle, les feux. Moi je fais des feuillages aussi à côté. Et donc c'est développer cette déesse qui attise le feu, justement. Comment tu pourrais définir les feuillages ? Pour moi c'est l'art de se dévêtir. En fait, je le mets en opposition souvent avec le striptease, parce que j'adore aussi stripteaser, mais c'est plutôt pour susciter du désir, susciter de l'excitation, alors que les feuillages, je me déshabille aussi, mais c'est plutôt pour susciter de la contemplation, en fait, chez la personne qui me regarde, ou si je le fais pour moi toute seule, je peux aussi me contempler moi. C'est mettre en avant la beauté du corps, mais pas sexuelle. Voilà. Ok. Est-ce que tu vois des évolutions dans les stages de tantra par rapport aux demandes des personnes qui viennent ? Parce que finalement, le tantra, il y a aussi... j'ai l'impression que la critique qu'on lui en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignements qui sont pas modernes, entre guillemets. Donc aujourd'hui, avec ton expérience et cette approche qui est très spéciale, qui est inclusive, qui n'est pas genrée, est-ce que ça évolue aussi par rapport aux personnes qui sont en face de vous ? Ouais, c'est marrant. En fait, si je généralise, je trouve qu'il y a deux types de profils. Il y a soit les personnes qui viennent, donc chez les jeunes, hein, je parle pour mes stages jeunes, soit les personnes qui viennent parce qu'ils n'arrivent pas à connecter avec les gens. Ils sentent qu'ils ont du désir, ils sentent qu'ils sont attirés par certaines personnes dans leur vie passée, mais ils n'arrivent pas à connecter. Parce que soit ils sont lourds, soit ils sont maladroits, soit ils sont trop timides, soit la sexualité leur fait très 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 peur. Et alors là, pour le coup, ces stages-là sont merveilleux parce qu'ils sont guidés du début à la fin. Du coup, ils ont même pas le mental. En fait, on le met de côté pendant 4 jours. C'est nous qui vous guidons. Et le deuxième type de profil, c'est les personnes qui sont à l'inverse dans la séduction, qui est donc un peu mon profil, dans la séduction tout le temps. Tout le temps. Du coup, la sexualité est hyper présente, mais elle est pas trop consciente. Pas vraiment de relation authentique, du coup, ni d'amitié avec le sexe opposé, mais ils vont en boîte de nuit, je sais pas, ou en soirée, ou en festival pour draguer, et en fait ils sont piégés là-dedans. Et donc ils viennent chercher cette connexion vulnérable, authentique, vraie, avec une autre personne sans passer vers cette compulsion-là. Et donc on peut venir en étant en couple ou en étant célibataire ? Oui, on peut venir en étant en couple aussi, même s'il y a beaucoup plus de personnes qui viennent seules. Mais pour le couple, c'est génial, en tout cas ça va vous montrer ça montre les failles, quoi. Et ça montre aussi les trucs chouettes. Donc si vous avez des doutes... C'est-à-dire ça montre les failles ? C'est un accélérateur en fait, un stage de tantra, mais c'est comme toute retraite. Je pense que c'est un accélérateur de développement personnel. Et donc s'il y a des choses que vous voyez pas, que je vois pas aujourd'hui dans mon couple, mais que ce soit des choses hyper cool ou des choses hyper pas cool, et ben je vais les voir beaucoup plus vite. Ouais. Donc ça va venir nous chahuter un petit peu, et en même temps... Ouais. Enfin, les personnes qui sortent de ces stages, c'est de l'émerveillement aussi, quoi. C'est de l'émerveillement et c'est aussi du retour à la réalité. Hein. Moi, je les appelle après, souvent une semaine après, parce qu'on revient à, je sais pas s'ils ont des boulots ou la vie classique, et ça peut faire bizarre. Mais ouais. Mais il y a des... Justement, s'ils mettent de la conscience sur pourquoi c'est désagréable de revenir à ma vraie vie,
c'est peut-être qu'il faut changer des choses. Il y a pas mal de personnes qui changent de vie ou d'amoureux ou qui trouvent un amoureux ou amoureuse. En tout cas, ça va montrer des directions où on veut aller, où on peut aller ensemble, etc. Ouais. Tu fais un stage cet été. Est-ce que tu pourrais me donner quelques informations sur comment ça se passe ? Alors, cet été, c'est plutôt un festival. Ok. À la différence d'un stage, parce qu'un stage, en fait, on guide les gens de 8h et de 9h du matin jusqu'à 23h, c'est des animations. Alors qu'un festival, c'est plus autogéré, il y a moins de guidance. Et surtout, c'est plus festif. Et donc, le festival s'appelle Presencia. Il sera du 9 au 15 août, dans un domaine hyper magnifique, en pleine nature, c'est en pleine campagne. Et en fait, l'idée, c'est de faire la fête, d'aller dans la sensualité, d'aller dans le tantrisme, mais tout ça en conscience, en fait. C'est de voir qui j'ai envie d'être, avec des gens qui ont cette même aussi envie. Et donc, on prévoit à peu près 100 personnes, peut-être 120, mais pas plus, que des personnes... trop chouette, et il y aura pas mal d'animations guidées par moi-même ou guidées par moi-même et mon partenaire, mais il y aura aussi des ateliers qui peuvent être guidés par les gens. Je sais pas s'ils ont une passion ou quelque chose, sans forcément être hyper fort, mais ils peuvent le faire. Et de la musique, et voilà. Tu fais ce festival en nature. En quoi toutes ces expériences, elles te connectent à la nature ? Parce que la meilleure façon pour moi de me connecter à la spiritualité et à mon humilité, c'est de regarder la nature, en fait. Je suis contente d'être à Paris, mais c'est plus difficile pour moi à Paris de mettre l'ego de côté, en fait. Il y a quelque chose avec la nature où je me sens tellement humble quand je la regarde, et du coup, je me connecte à Dieu, à l'univers, très très facilement. Tu m'as dit que c'était très important pour toi de créer des espaces de sororité. Pourquoi ? Oui, parce qu'en fait, j'en ai beaucoup souffert. Du coup, ayant été beaucoup dans la séduction, les femmes ou mes copines, elles étaient pas très... Enfin, surtout celles que je jugeais jolies, je les percevais comme des concurrentes, en fait. Et elles me percevaient comme des concurrentes, et donc du coup, j'avais pas vraiment d'amis, ou alors c'était des amis, mais parce qu'elles me faisaient pas concurrence. Ce qui est vraiment pas gentil, mais bon. Voilà, c'est ce que j'observe aujourd'hui de mes comportements quand j'étais ado et j'en ai souffert, et je vois même dans ma relation libre, donc celle que j'avais avant mon partenaire d'aujourd'hui, même si j'avais plus de conscience sur les choses, même s'il était plus gentil, qu'il avait pas envie de nous mettre en rivalité, le fait est que quand il allait voir une femme, je l'aimais déjà pas. Je la connaissais pas, cette fille, mais je l'aimais déjà pas parce que le fait qu'il aille la voir me faisait souffrir. Et aujourd'hui, je suis trop contente de ça parce que j'ai un partenaire avec qui je peux partager cette valeur très importante que je lui ai dit de sororité, et que j'ai pas envie qu'il nous mette en rivalité, qu'il fasse des comparaisons par exemple, parce que sinon moi je vais en faire aussi, déjà moi que j'ai tendance à en faire, et j'ai besoin qu'il m'aide. Et donc j'aime bien par exemple avant chaque je sais pas, si j'arrive en soirée et que je connais pas trop de gens, il y a une fille, oh là là, je la trouve absolument incroyable, tu sais, il y a toujours cette fille, quand t'arrives en soirée tu te dis mais elle est trop belle. Et maintenant ce que je fais, c'est que je vais lui parler, je me dis mais merci d'être là, et voilà, et j'ai pas envie d'être rivale avec toi, et j'essaie de déconstruire au fur et à mesure ça. C'est pas facile parfois, parce que j'arrive, je sais pas, j'ai mes règles, je me trouve moche, et elle est trop belle, tu vois. Mais en vrai, j'essaie d'aller lui parler pour voir que c'est un être humain, que c'est pas quelqu'un de méchant. En fait, c'est toutes les projections qu'on a aussi sur cette personne par rapport à qui on est, quoi. Donc d'aller lui parler, ça déconstruit tout ça. Exactement. J'ai envie de développer des espaces de sororité, que ce soit à travers des cercles de parole, soit de la danse, soit même des retraites, en tout cas. Avec toutes ces expériences, comment ton rapport au corps il a évolué ? Comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui ? Beaucoup mieux. Déjà, rien qu'un truc qui a changé depuis 10 ans, c'est que je me pèse plus. Avant, c'était... fallait que je me pèse, surtout que je perde du poids. J'allais à la salle de sport parce qu'il fallait que je me muscle. Voilà, une espèce d'amour de mon corps qui est trop chouette. Le fait d'avoir vu des filles qui ont, entre guillemets, mes défauts, alors que je les trouvais belles, ça m'a aidée. Et puis, d'avoir une sexualité consciente m'a aidée à dire non, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, tu vas peut-être pas me croire, mais j'ai beaucoup moins de maladies quand j'étais ado, ou même, j'arrête pas de dire ado, mais ça peut être aussi vers la vingtaine. J'avais soit des cystites, soit des mycoses, soit des trucs un peu vraiment désagréables.
Et moi, je suis sûre qu'il y a un lien, que maintenant que j'arrive à dire non, c'est bon, j'ai plus envie de ça. Alors que le mec, ça se trouve, il a encore envie de continuer, tu vois, mais moi, j'en ai plus envie, je sens que mon sexe, il en a plus envie. Et j'ai plus de maladie. Alors, je te crois totalement. Je pense qu'il y a vraiment une partie de nous, quand nous, on n'arrive pas à dire non, notre corps, il nous dit non. Qu'on sache ou qu'on décide de ne pas l'écouter, c'est notre décision, c'est notre libre arbitre. Et parfois, on n'est pas dans... Je sais pas, on n'a pas les ressources pour l'écouter, etc. Ça s'apprend, mais il nous le dit. Et quand on s'écoute pas sur le moment, après, il nous le dit. Donc, ça vient justement dans ces maladies. Et je trouve que ça vient dans tout. Justement, quand on sent, par exemple, on parlait de nourriture tout à l'heure, notre corps, il nous dit non. C'est bon, mais il y a ce que j'appelle le mini-moi glouton qui prend un peu le dessus et qui dit non, je veux manger. Et après, on va se sentir mal, on va avoir mal au foie. Et en fait, le corps nous dit de manière un peu plus claire ce qu'il essayait de nous dire et qu'on avait besoin d'écouter plus calmement avant, quoi. Donc oui, je t'entends complètement. Tu m'as parlé du 30e ciel tout à l'heure. Est-ce que tu veux en dire quelques mots ou est-ce que tu le sens pas ? Ouais, carrément. Le 30e ciel, donc c'est un appartement. C'est une communauté dans un appartement à Paris qui se situe à Place d'Italie. Il y a une page du 30e ciel sur Facebook. Et en fait, l'idée est partie d'une envie. On était 3 à la base. On a trouvé l'appartement et on savait déjà qu'on allait créer une communauté sex positive, c'est-à-dire que moi ce que j'entends par là c'est que c'est une communauté où la nudité est totalement désexualisée, ok partout, et la sexualité est ok partout aussi, dans le respect du consentement des gens qui sont autour par exemple. Mais dans les faits, il n'y a pas de sexualité tout le temps, et il n'y a pas de sexualité tout le temps qui se voit. C'est très respectueux. On a une valeur consentement très très forte, et la différence avec d'autres appartements, c'est qu'on n'a pas de chambre. Donc aujourd'hui, on est 6 ou 7 personnes qui y vivons, mais on recherche des colocataires. On aimerait bien monter jusqu'à 10. Et on n'a pas de chambre, donc les pièces sont réparties par fonction. C'est-à-dire qu'il y a une pièce qui s'appelle Love, où c'est plus la priorité à la sensualité, à la sexualité. Il y a une pièce qui est le temple, où là c'est plutôt une pièce où on va faire la sieste, la méditation, le yoga, le dodo, tout ça. Une pièce coworking. Et une pièce qu'on appelle Chaos, où les gens peuvent fumer s'ils ont envie, où on peut mettre de la musique forte, enfin là c'est le chaos quoi. Et c'est aussi, cette communauté, on appelle ça aussi un co-living, c'est-à-dire que toi, n'importe qui nous écoute là peut venir, il s'inscrit sur le site, il y a le 30eciel.fr, il s'inscrit sur le site pour venir 1 nuit, 2 nuits, 3 semaines, n'importe ce qu'il veut et ce que la personne veut. En fait c'est ouvert et comme on n'a pas de chambre, mais en fait, la personne, si elle vient, elle a accès exactement aux mêmes endroits que nous. On apparaît, la nourriture est en commun, donc vraiment, elle peut se sentir chez elle directement. Il y a une personne qui se charge de l'intégration chez nous, donc elle lui fait la visite. Et puis tous les soirs, quasiment, on mange ensemble, on cuisine ensemble, donc c'est assez convivial. Voilà, c'est une expérience. Moi, j'ai commencé, donc j'y ai vécu 1 an sans avoir de pied-à-terre à côté. Et là, depuis février, je loue un tout petit appart de 16 mètres carrés à 10 minutes du 30e ciel parce que ça me manquait de pas avoir ma chambre. Mais franchement, je regrette pas du tout l'expérience d'avoir tenté pendant 1 an. Et du coup, là, je suis encore quasiment tous les jours au 30e ciel parce que c'est à 10 minutes mon appart à pied. Et puis que j'adore. mais je suis contente aussi d'avoir mon pied-à-terre. C'est justement la question que je voulais te poser par rapport à l'intimité. Comment tu nourris cette intimité et comment tu te connectes à elle dans cet espace-là qui a l'air assez incroyable, mais il y a vraiment cette question d'intimité. Ouais, en plus étant en couple, je vois qu'on a besoin d'espace d'intimité. Et en fait, ça se trouve assez facilement. En fait, on est 6-7 à vivre, mais il y a des gens qui partent bosser la journée. Je veux dire, c'est comme une coloc classique. Et il y a quand même 180 mètres carrés, c'est en duplex. Il y a de l'espace, quoi. Moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est pas de pas avoir d'espace d'intimité, c'est plutôt de pas avoir d'endroit où poser mes affaires de manière permanente. J'ai un dressing, mais à part ça, c'est tout. J'ai pas ma couette, mon lit... Vous organisez quoi comme événement là-bas ? Alors, on organise plusieurs types d'événements, soit des événements de sexualité sacrée, donc tantrique, qui sont principalement organisés par moi-même et mon partenaire, soit des événements de sexualité classique, qu'on appelle des horizontales,
C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent faire des exercices de consentement et ensuite se connecter par la sexualité aux autres. Mais ils peuvent venir aussi sans en avoir. Enfin, ça peut être très chouette. Vraiment, vraiment très chouette de participer à ça sans avoir l'intention d'avoir la sexualité, mais juste explorer. Soit des événements qu'on appelle plutôt la teuf, quoi. La teuf, on met la musique, on danse. Ce qui est chouette, c'est que la nudité est autorisée, donc du coup n'importe qui peut se déshabiller, il n'y a pas de jugement là-dessus. Par contre, avant chaque événement, vu qu'on a une valeur consentement très forte, avant chaque événement, que ce soit teuf, sexe ou tantra, on fait des exercices de consentement. Ok. Tout le temps, pendant au moins une demi-heure, comme ça tout le monde y passe. Et voilà. Parce qu'on veut pas qu'il y ait de problème, quoi. Ce qui, même si le risque zéro n'existe pas. Mais... Quel conseil tu donnerais aux auditeurs et aux auditrices pour terminer cette interview ? De se lancer, en fait. S'il y a des choses qui résonnent dans ce que je viens de dire, de se lancer et que ça fait peur, c'est que c'est bon. Est-ce que toi, t'as eu peur d'aller dans ces espaces-là ? Mais ouais, grave, j'ai trop eu peur. D'ailleurs, la plupart du temps, j'y allais avec une copine ou un copain ou mon amoureux pour... histoire d'avoir moins peur. Mais oui, et en fait, j'ai appris que... D'ailleurs, dans mon merveilleux livre « Conversation avec Dieu », là, qu'il y a un peu deux voies dans la vie. Il y a soit la voie de l'amour, soit la voie de la peur. Et moi, j'ai l'impression que ma mission, mais je pense que c'est la mission un peu de tous les êtres humains sur Terre, c'est de... Dès qu'on sent de la peur, de switcher vers l'amour, en fait. Comment je peux ressentir de l'amour, même pour des choses qui font peur. Et en vrai, ça me connecte aussi à la jalousie. Je vois que des fois, je vois une fille super jolie, je me dis « Ah, j'ai peur que mon amoureux, je sais pas, il ait quelque chose avec elle. » Mais du coup, si j'essaie de switcher, alors c'est pas facile, hein, mais souvent, de plus en plus maintenant, j'essaie de switcher vers de l'amour et je me dis « Mais... cool qu'elle soit jolie » et du coup je vais lui parler et du coup je vais faire un bisou à mon amoureux, je sais pas, pour donner de l'amour, quoi. Et c'est pareil pour ces événements. Ouais, ça m'a fait peur d'y aller et en même temps j'apprends tellement plutôt que de rester dans ma zone de confort, quoi. Ça me parle pas mal, la jalousie, parce que quand tu parlais de sororité, je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose qui est dans la construction sociale de justement qu'il n'y ait pas de sororité. C'est plus fin, j'ai l'impression que ça arrange quand même un peu la société. Et aujourd'hui, on veut vraiment déconstruire ça. Et je m'en suis rendu compte parce que un jour j'étais jalouse, mon mec rentrait en école d'ingénieur et on se voyait pas beaucoup et je me suis dit, avec toutes les réputations, j'étais là, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? Et en fait, j'ai eu des conversations avec mon beau-père qui est thérapeute justement et il me dit, est-ce que t'as l'impression que ta valeur, elle est dans ses yeux à lui ? Donc si il te regarde plus, tout d'un coup t'as plus de valeur et là la jalousie est réveillée. Et donc ta valeur, quand tu disais switcher à l'amour, c'est aussi à l'amour qu'on a à l'intérieur de soi. Non, ma valeur elle est juste à l'intérieur de moi et elle ne bougera pas. C'est une stabilité qui est hyper puissante. Et il m'a dit aussi, la jalousie c'est de l'envie. Mais ça, j'ai l'impression pour d'autres moments dans la vie. Par exemple, je vais être jalouse d'une fille ou de quelqu'un qui va faire un énorme voyage et... je vais pas avoir des bons sentiments pour cette personne et en fait quand je switch, ah non mais en fait c'est juste que moi j'ai envie de faire ça. Donc dans ces cas-là, soit je décide de me donner cette opportunité là, mais j'ai l'impression que c'est deux éléments qui m'ont beaucoup aidée par rapport à ma valeur et à l'envie de revenir à moi et justement à m'aider à switcher entre le flip et l'amour. Ouais, c'est vrai que cette fille magnifique, enfin la fille magnifique à la fameuse soirée si vraiment j'enlève la peur et justement je mets de l'amour, je me dis que ça me ferait trop kiffer qu'elle me drague, en fait. Qu'elle s'intéresse à moi. Je pense que c'est une personne, ouais. C'est l'envie qu'en fait elle est très belle et que ce soit toi qui échanges avec elle, qui vive quelque chose de spécial avec elle. Ouais. C'est fort de le dire, hein. Ouais. Merci beaucoup, Manon. Merci. Ce podcast est le premier projet d'une plateforme sur l'écologie intérieure que j'ai créée il y a quelques mois. Si vous souhaitez connaître les autres créations de cet univers, je vous invite à cliquer sur le lien vers le site dans la description de l'épisode. Je vous promets du kiff, de la conscience et des révolutions. Je souhaite également remercier Théo pour le mixage son, Didier pour la composition du générique et Clémence pour le logo croustillant. Enfin, merci à Manon pour son rire, son honnêteté et son authenticité. Avoir accès à cette petite part d'intimité était un vrai cadeau. Et bien sûr, merci à vous, sans qui ce podcast n'existerait pas. Merci de donner du temps à ces voix intimes. Et pour la suite,
Je vous dis à très vite.